production des studios Bass. Hors série. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial maintenant rendu épisodique des statistiques, l'analyse des statistiques et des chiffres d'immatriculation au Québec. Pour faire le tour de la question, nos habitués, Jean-François Morissette. Bonjour Jean-François. Salut Martin. On a Frédéric Saint-Laurent. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et pour un dossier spécial, on a notre collègue Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin, salut les gars. Écoutez, messieurs, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Je vous en cache pas. Je vous prépare tout le monde mentalement. Là. On fait, premièrement, on a un trimestre au complet à analyser. On a également une année au complet sur laquelle on va faire de l'analyse. Donc, l'année 2021 étant maintenant terminée. On a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de nouveautés, des nouvelles tendances qui se dessinent. Donc, on va essayer de faire le tour le mieux possible. Et pour ce faire, allons-y d'entrée de jeu avec les analyses qui ont été faites ou ce qu'on a fait parler à travers les chiffres que vous pouvez déjà voir sur le site web de l'AVEQ. Allons-y avec les ventes totales. Donc, Jean-François, commençons avec toi. Ça a bien ou ça n'a pas bien été les ventes en 2021? La pandémie faisait-elle encore mal? Je dirais que ça a bien été, mais on aurait pu avoir mieux. En fait, la croissance est la même qu'en 2020 finalement, mais on est quand même rendu là, à 128 599 voitures électriques enregistrées au Québec au 31 décembre, c'est-à-dire quand même 36 000 de plus là, sur l'année au complet. 36 000 de plus sur l'année au complet, ça a l'air pas beaucoup parce qu'on est dans les 100 000 maintenant, mais quand même... juste aller chercher le premier 35 ou 36 000 voitures au Québec là, à partir de 2010-2011, ça a pris du temps quand même. Là. C'est pas, ça nous a pris à peu près 7 ans là, à avoir les premiers 36 000 véhicules. Puis là, on en a ajouté 36 000 en une année. En absolu, c'est certain que c'est notre meilleure performance. Mais c'est ça. Si on le regarde de façon relative, on a 39 % de croissance. Fait que c'est la même croissance que l'an dernier. On est en dessous, par contre, des performances. Parce que là, il faut juste se rappeler qu'on a eu des super bonnes années 2018-2019 en termes de progression, pas en chiffre absolu, mais en termes de progression. La pandémie est arrivée, tout est tombé, et là, c'est reparti. Mais on n'a pas repris ce même rythme-là. Frédéric, est-ce qu'on peut considérer qu'on commence à se rapprocher du rythme qu'on avait ou pas encore? Malheureusement, on est encore très loin. Si on regarde 2018-2019, on avait autour, justement, comme tu disais, en termes relatifs, parce que c'est ce qui est important pour réussir à maintenir notre progression exponentielle qu'on a besoin pour atteindre nos objectifs. Donc, en termes relatifs, on était autour de 70-80 % par année. Et là, ça fait 2 années de suite qu'on est à 39-40 % par année. Donc, une fois de plus, tout est une question de perspective par rapport à qui qu'on se compare et tout. Donc, déjà, si on se compare à nous-mêmes, on est un peu au ralenti. Puis aussi, ça peut être des fois intéressant de se comparer avec d'autres marchés, justement. Si on regarde, si on se compare par rapport au reste du pays, le Canada, au niveau des ventes, parce que souvent, nous, on regarde les immatriculations principalement dans nos statistiques, parce que c'est ça que la Société d'assurance automobile du Québec nous donne, le nombre de véhicules immatriculés, ce qui est en réalité la chose la plus importante, parce qu'un véhicule a été vendu ou pas, s'il n'est pas immatriculé, s'il n'est pas sur nos routes, il ne sert à rien à part être dans une galerie. Mais au niveau des ventes, ce qu'on arrive à avoir comme chiffre au niveau du Canada au complet, le Canada en ce moment, pour l'année 2021, avec un petit peu d'extrapolation parce qu'il nous manquait le dernier trimestre, là, mais avec l'extrapolation, on évalue à peu près 5 % du marché canadien des ventes de véhicules neufs qui étaient hybrides rechargeables ou 100 % électriques. Au Québec, on est à 8,9 %. Yeah! On est au-dessus du Canada. Mais si on se compare à l'intérieur même du Canada, il nous reste des croûtes à manger parce que la Colombie-Britannique est à 11 %.
En termes de nombre, on est encore à peu près à 50% des véhicules électriques au Canada, un petit peu en bas, mais à peu près. Ce qui fait que la Colombie-Britannique n'est pas plus haute, c'est qu'ils sont moins. Le nombre d'individus est moins. Puis, étant donné qu'il y a une grosse partie aussi qui est concentrée dans Vancouver, qui est une zone très urbaine, je n'ai pas exactement le nombre de véhicules par personne, mais je ne serais pas surpris qu'il soit un peu plus bas qu'il peut l'être ici au Québec. Oui, probablement. Puis si on se compare avec ailleurs dans le monde, Frédéric, on est quand même, on a quand même des croûtes à manger si on veut jouer dans la même ligue que l'Europe, là, hein? Ben c'est ça, on pourrait se comparer avec un pays du tiers-monde, certain que là, on aurait des super de bons résultats, mais si on se compare avec un marché qui nous ressemble quand même, l'Europe en général, on peut le voir comme peut-être un peu différent, mais si on regarde vraiment l'Europe occidentale, eux autres, l'année passée, 21% de leurs nouveaux véhicules étaient hybrides rechargeables ou 100% électriques, et même si on parle de 100% électrique, c'était à 11,2%. Donc, juste leur 100% électrique est supérieur à nous, notre mix de 100% électrique et d'hybride rechargeable. Et si là, littéralement, on veut aller chercher une petite boîte de papier mouchoir et pleurer un peu, on peut se comparer à la Norvège. Au niveau de la Norvège, l'année dernière, 86,2% de leurs ventes étaient hybrides rechargeables ou 100% électriques. Et si on regarde le 100% électrique, c'était 64,5%. Et la Norvège, ça ressemble quand même à nous sur plusieurs aspects. C'est pas une énorme densité de population. La plupart de la population est toute dans le sud du pays, ou nous, le sud de la province. Ils ont des climats quand même froids, peut-être un peu plus chauds que nous dans le sud de leur pays, mais quand même relativement froids. Je dirais probablement la plus grosse différence, c'est au niveau des incitatifs, que les incitatifs sont structurés complètement différemment des nôtres. Ce qui fait probablement, ça doit être une des grosses parties qui explique ce résultat-là. Puis aussi, ils ont une hydroélectricité qui est aussi propre que la nôtre, là. La très grande majorité de l'électricité provient également de barrages électriques comme nous. C'est sûr que quand on se compare à la Norvège, c'est toujours un peu plus tristounet. Maintenant, on va essayer de rester positif. Dans son rôle, on est positif. On va essayer de le rester. Donc, on va quand même regarder nos propres performances. Donc, si on regarde sur la dernière année, on a parlé tantôt d'un peu plus de 36 000 véhicules. Ça fait quand même quoi? 100 véhicules par jour ou à peu près, là? 3 000 véhicules par mois? C'est quand même du véhicule. Là. Et je vous l'avais dit la dernière fois, mais ça demeure vrai. Je parle avec des gens d'autres provinces. Quand ils regardent ces chiffres-là, eux autres sont vraiment impressionnés. Là. Ça fait quand même des chiffres qui sont impressionnants, ou en tout cas, si on se compare avec ce qu'on était avant, c'est quand même beaucoup. Ça s'est quand même beaucoup amélioré. Les objectifs maintenant, pour un peu plus long terme, ces chiffres-là nous permettent-ils de croire qu'on va atteindre les objectifs officieux ou officiels qui ont été fixés au fil des années? On parle du 600 000 véhicules pour 2026, 1,5 million pour 2030. Doit-on être inquiet, Jean-François? Ben, je dirais pas, là. À date, on est sur la tendance, finalement, là. On calculait, là, à peu près un besoin de 37% de croissance annuelle. Puis là, dans les 2 dernières années, on est à 39%. On a des années qui ont quand même été perturbées par la pandémie. On voit toutes sortes de nouveaux modèles arriver. Moi, je demeurerais assez optimiste, là. Évidemment, il va probablement avoir des hauts et des bas là-dedans, mais on peut pas dire qu'on est en train de rater le bateau non plus. Là, donc, soyons optimistes. Là. Par contre, il va falloir que cette croissance-là se maintienne sur la durée. Là. C'est là qu'est le défi. Là. Mais je pense qu'on a toutes les cartes dans notre jeu. Okay. On va regarder comment ça se passe en 2000. On va parler des nouveaux modèles là, plus tard, mais justement, il y a toujours ça qui arrive. Là. Il y a toutes sortes de nouveaux modèles qui arrivent. On voit déjà beaucoup de changements dans nos chiffres. On en parlera tantôt. Donc. Et les nouveaux modèles sont parfois dans des gammes de produits qui ont été très peu exploités par les véhicules électriques précédemment. Donc, ça vient chercher une nouvelle vague de consommateurs. Donc, ça peut créer un vent nouveau, effectivement. Puis, je pense que c'est un bon point que tu amènes là. Écoute, avant justement qu'on aille dans les modèles, Frédéric a parlé donné des statistiques en comparant, les tout électriques ou électriques et hybrides branchables. On sait que ce ratio-là au Québec de tout électrique versus hybride branchable avait tendance à se modifier, s'en aller tranquillement, pas vite, vers une majorité de tout électrique, puis que les hybrides branchables étaient graduellement en déclin. Est-ce que ce déclin-là s'est poursuivi?
Je dirais, si on regarde la vue d'ensemble, ça se poursuit. En revanche, le dernier trimestre, il y a eu une petite exception pour confirmer la règle. Justement, le dernier trimestre, on a vu un peu plus d'hybrides rechargeables arriver que de 100% électriques. Probablement, je dirais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Il y a plusieurs nouveaux modèles hybrides rechargeables, surtout dans le format justement multisegment de plein de compagnies, que ce soit on parle de Ford, Hyundai, Kia. Il y a beaucoup des VUS qui étaient là depuis toujours, qui ont un nom établi, qui viennent d'arriver maintenant avec une déclinaison hybride rechargeable. Donc, il y a une bonne partie du marché qui est arrivée là-dedans. Plus, il y a plusieurs gros joueurs électriques, qui étaient 100% électriques, qui étaient là depuis un certain temps, qui ont eu différents facteurs qui ont arrêté la livraison, que ce soit littéralement certains problèmes sur l'approvisionnement, des petits problèmes de rappel de batterie qui ont causé l'arrêt de la production et ainsi de suite. Donc, tout ça ensemble font qu'on a eu une petite descente au niveau du 100% électrique ce dernier trimestre. Mais l'année en général, c'est encore à la hausse. Globalement, je rajouterais qu'on a quand même 73 300 voitures toutes électriques. Là. C'était presque, si on arrondit, 57% de notre flotte. Là. Donc, on a quand même une majorité, là, comme Frédéric disait, la tendance était à avoir les tout électriques dans les dernières années, mais c'est déjà ce qui est dominant dans notre flotte électrifiée jusqu'à maintenant. On va voir si le prochain trimestre continue dans la tendance des hybrides rechargeables, mais je crois que c'est un peu temporaire. Oui. Puis je pense, en tout cas, je peux pas être sûr à 100%, mais je pense que Frédéric met beaucoup le doigt sur en fait, les deux éléments qui ont amené sont très bons, c'est-à-dire une vague de nouveaux véhicules hybrides branchables qui est arrivée, mais il faut pas nier aussi qu'on vit une pénurie de véhicules électriques. Ça s'était beaucoup résorbé dans les derniers temps. On vivait ça là, en 2019, début 2020, 2019, même 2018, une pénurie ou un manque de disponibilité de véhicules électriques. Ça s'était résorbé un peu. Et là, c'est revenu. Là. De plus en plus, les gens parlent de liste d'attente en mois quand c'est pas en année. Donc, forcément, les gens, parfois, doivent changer de véhicule, puis vont faire le choix d'y aller vers le moindre mal, puis vont opter un hybride branchable plutôt que de prendre l'électrique, peut-être qu'ils auraient voulu. Donc, ça a très, très certainement un impact, en tout cas dans les chiffres qu'on voit là, sans tout expliquer par ailleurs. Maintenant, allons-y vers les véhicules, et ça, je sais que c'est un segment qui est toujours très populaire. Donc, quand on regarde la popularité des véhicules électriques, selon l'analyse des statistiques, il y a certaines tendances qui se dressent. Donc, quelles sont ces tendances-là, messieurs? Jean-François, peut-être nous parler de ce qu'on a comme tendance. Donc là, si vous voulez, je peux vous faire le portrait là, de notre top 5. Là. Donc ça, c'est les véhicules les plus enregistrés sur nos routes. Là, en ce moment, si on regarde tous les véhicules au Québec, il y a 14 845 Model 3. Là, c'est la voiture électrique la plus populaire. Puis elle a une bonne avance quand même là, de presque 2500 voitures face à la Prius Prime de Toyota qui prend la deuxième place. On en parlera plus tard comme sujet, mais on pense même que le Model 3 aurait pu être plus populaire là, si ça n'était pas d'un phénomène dont on va discuter plus tard. Là. La Prius Prime, comme je l'ai dit, est deuxième, ce qui veut dire que notre vaillante Chevrolet Volt, qui a été longtemps première, qui avait été reléguée à la deuxième place par le Model 3, est maintenant rendue troisième. Par contre, c'est une voiture résiliente parce que même ses enregistrements remontent un petit peu. Là, j'imagine qu'il restait peut-être des voitures usagées ou non vendues ou des démos ou je ne sais quoi. Mais on réussit à trouver quelques Volt là, qui sont revenus là, sur nos routes là, dans le dernier trimestre, dans la dernière année. Ensuite, à Chevrolet place une deuxième voiture, là, la Bolt est quatrième avec 10 945 voitures. Par contre, ça aussi, on va en reparler, mais la Bolt était en route vers probablement la deuxième place. Là, en première moitié d'année, c'est la voiture qui avait la meilleure progression, si je m'abuse. Puis, sa progression est quasi nulle sur les 6 derniers mois de l'année. En réalité, même dans le dernier trimestre, là, si on regarde nos chiffres, il y a 23 enregistrements de moins entre le 30 septembre et le 31 décembre. Là. Donc,
le fameux problème de batterie qui a arrêté la production et les ventes de la Bolt ont eu un effet catastrophique sur cette voiture-là, là, évidemment. Donc, ça vient affecter là, complètement là, notre portrait. Là. Si je complète le top 5, ben on a la Leaf qui est là depuis longtemps, qui avait ralenti beaucoup dans les dernières années, mais qui a réussi à réaugmenter un peu ses ventes. Peut-être justement qu'il y a un peu plus de disponibilité, la disparition, l'arrêt momentané de la Bolt. Mais bref, ça fait que la Leaf, avec 10 200 véhicules, demeure cinquième et ça nous amène avec 5 modèles qui dépassent maintenant les 10 000 véhicules sur nos routes au Québec. Tu as dit, Jean-François, qu'on reviendrait sur certains phénomènes qui peuvent expliquer là, peut-être la croissance pas aussi grande qu'on s'entendait de la Tesla. Mais en parallèle du point dont tu as parlé, est-ce que également on peut tenir en compte le fait que la Tesla était subventionnable par les deux paliers de gouvernement, la Tesla Model 3 SR+, ce qui n'est plus le cas. Donc, ça peut fait en sorte peut-être que certaines personnes ne l'auraient pas acheté. Stéphane, tu as une opinion là-dessus? Oui, bien en fait, ce qu'on voit, les chiffres que Jean-François puis Frédéric ont compilés, faut tenir en compte que c'est le dernier trimestre 2021. À ce moment-là, l'annonce de l'augmentation de prix de Tesla est venue en cours de ce trimestre-là. Donc, tout le monde qui avait des réservations avant cette date-là ont pu quand même, et encore en date d'aujourd'hui, on est en 2022, il y a encore des gens qui reçoivent leur véhicule aujourd'hui qui sont encore sous l'ancien prix, là, donc sont encore en train de recevoir de recevoir les commandes qui avaient été faites avant l'annonce de l'augmentation de prix de la Tesla Model 3. Donc moi, c'est vraiment les prochains mois qui vont vraiment être déterminants. J'ai vraiment hâte de voir si cette tendance-là va se poursuivre parce qu'évidemment, là, c'est quand même, le prix a augmenté, puis comme tu l'as dit, là, c'est la subvention fédérale qui n'est plus admissible. Je sens que ça peut avoir un impact, effectivement. Fait que à voir là, s'il y a d'autres modèles qui vont venir prendre cette place-là. Puis, tu sais, vous parliez de tendance au niveau du hybride branchable. Il faut tenir compte, là, oui, effectivement, tu sais, la Chevrolet Bolt qui n'est plus livrée actuellement jusqu'à nouvel ordre. Il y a beaucoup de manufacturiers qui sont en transition entre des anciens modèles vers des nouveaux modèles. Tu sais, la e-Golf chez Volkswagen n'est plus vendue. C'est les ID4 maintenant qui sont là, mais on le sait qu'ils arrivent au compte-gouttes. Fait que, tu sais, c'est tous des modèles qui, avant, il y avait un certain rythme qui continuait à augmenter. Même chose chez Hyundai. Bon, il y a beaucoup de gens qui attendent la Ioniq 5. Fait que à ce moment-là, tu sais, la Ioniq régulière qui va être abandonnée par Hyundai. Encore là, c'est un modèle qu'on perd un espèce d'élan, là. Fait que je pense qu'ils sont vraiment dans une espèce de transition là, chez certains manufacturiers. Fait que c'est les modèles qu'on est habitué de parler, qu'on est habitué de voir, ils vont laisser tranquillement la place à des nouveaux modèles. Quand vous avez présenté, en fait, Jean-François t'a présenté les 5 modèles les plus populaires, là, dans le fond, mais si on regarde les ventes annuelles, hein, parce qu'il y a une nuance un peu entre les deux, le portrait ressemble à quoi, Fred, si tu nous dresses ça, là, donc les modèles populaires de l'année, c'est quoi? Les modèles populaires de l'année, justement, nous permettent de vraiment voir la dernière année, les nouveaux modèles un peu. On oublie l'historique, là, on se concentre sur ce qui est arrivé de bon cette année, puis ça permet vraiment de voir ceux qui se distinguent bien versus ceux qui, il y avait juste une très bonne avance, puis qui ont décidé de s'endormir un petit peu sur la route. Je dirais en ce moment le champion cette année, que je pense pas que ni moi, ni Jean-François, probablement, on aurait prédit ça. C'est la Hyundai Kona. Traditionnellement, c'est un véhicule qui était, oui, très en demande, mais l'offre était pas tout à fait était pas tout à fait présente. Ben là, maintenant, il faut croire qu'il y a eu assez d'offres cette année parce que le champion de cette année, c'est la Hyundai Kona avec 3920 véhicules. Justement, cette année, en 2021, c'est là qu'il y a eu justement le changement parce qu'il y a eu comme ce qu'on appelle malheureusement en mauvais français, un mid-cycle refresh, justement, c'est pas un nouveau modèle, mais il change des petits détails dessus là, pour le rendre un peu plus attrayant. Ça a eu lieu justement pour la Kona, ce qui a probablement permis d'avoir des plus vieilles versions avec des très bons rabais. Puis la nouvelle inventaire est arrivée. Ils ont réussi à bien exécuter ça sans trop de baisse de production entre les deux. Et ça a permis d'avoir de très bons chiffres. En deuxième position, un petit peu derrière, mais quand même deuxième position, la Tesla Model 3.
avec 3636. Comme qu'on disait justement tantôt, la Model 3 maintenant n'est plus admissible au rabais fédéral. Donc, au lieu d'avoir 13 000 de rabais, la version standard de la Model 3 va maintenant avoir droit juste au rabais provincial de 8 000 Et comme disait Stéphane, ça ne s'est pas encore matérialisé aujourd'hui. Principalement parce on parle de problèmes de fournir des nouveaux véhicules, mais il ne faut pas juste blâmer les bons vieux manufacturiers qui ne voudraient pas vraiment produire. Tout le monde a de la misère, même Tesla n'arrive. Pendant un bout de temps, il fournissait très bien à la demande, mais maintenant, n'arrive plus à fournir à la demande. Un des facteurs, surtout pour la Model 3 standard, qui était ce qui se vendait le plus au Québec parmi les Model 3, finalement, on voit c'est quasiment 1 sur 4 et plus Model 3 sur nos routes étaient des versions standards. C'est entre autres l'entente qui est, c'est Hertz, la compagnie de location d'auto, qui ont décidé du jour au lendemain d'acheter 100 000. Donc, 100 000 véhicules sur une production de 200-300 000 annuels dédiés à l'Amérique du Nord, ça paraît, veut pas. Donc, il y a beaucoup de versions standards que les dates de livraison se sont vues repousser de beaucoup. Donc, tout ça pour dire que justement, ceux qui se sont vus couper leur rabais, on ne voit pas encore l'impact aujourd'hui, mais on va probablement le voir dans les trimestres à venir quand les modèles à plus que 55 000 vont commencer à être livrés. Il y a aussi la Prius Prime qui s'en est vendue. La Kona était à 3 900, Model 3 3 600. Là, on descend un peu plus la Prius Prime à 3 077. La Prius Prime continue de façon assez régulière, de façon quasiment Trouvez-vous ça prévisible, surprenant, solide, messieurs, bien. le succès de la Prius? Parce que quand on regarde les véhicules contre lesquels elle rivalise, je peux me tromper. Il m'apparaît relativement simple de trouver des modèles équivalents qui pourraient avoir le même, voire même plus de succès. Est-ce que la Prius Prime est là parce que ça fait 25 ans que le mot Prius existe? Hein? C'est en 97, je pense, la première Prius. Là. Est-ce que c'est son 25 ans de notoriété qui fait qu'elle maintient des chiffres comme celui-là ou elle a vraiment un attrait que les autres n'ont pas? Moi, je dirais principalement, je vais résumer ça à 2 mots. Il y a 2 points. Il y en a un, c'est, ça, comme tu dis, c'est Toyota, c'est Prius, c'est reconnu comme étant fiable, étant pas tuable, ça marche, il n'y a pas de question à se poser. Puis il y a plusieurs personnes qui sont vendues Toyota pour question de fiabilité, comme j'ai dit. C'est pas nécessairement les véhicules les plus plaisants à conduire, les plus sportifs ou quoi que ce soit, mais c'est fiable, ça marche. J'ai eu une Prius pendant 10 ans. Elle a super bien marché. Donc, certains que ce monde-là vont être tentés d'aller vers la Prius ou aller vers Toyota. Et aussi, c'est que la Prius Prime, une fois qu'on y enlève les rabais, est moins chère qu'une Prius vanille. Une Prius hybride tout court, puis elle va coûter moins cher à rouler en plus. Donc, c'est un peu le choix logique pour quelqu'un qui veut y aller avec une Prius. Et peut-être que la disponibilité était meilleure chez Toyota que chez d'autres manufacturiers. Ça, je ne saurais dire. J'ai le feeling aussi que la Prius, probablement, se vend bien ici. Le Québec, si on regarde l'Amérique du Nord en général, le Québec, on s'en vient de plus en plus vers les SUV et ainsi de suite, mais quand même, traditionnellement, on a eu beaucoup plus de petites berlines que les États-Unis ou que certaines autres provinces. Donc, probablement qu'on se ramasse avec... elle n'est pas nécessairement très en demande ailleurs, puis elle l'est ici. Donc, une bonne on arrive à avoir... régionale. C'est ça, exact. Pas oublier, là, comme Martin disait tantôt, la Volt et la Hyundai, la Honda Clarity, qui est plus sur le marché. La Prius Prime est pas mal toute seule dans ce créneau-là d'hybride branchable. Tu sais, il y a certaines parties de la population qui comme premier pas dans l'électrique, n'a pas cette envie-là d'aller dans le 100% électrique. Ben, ils se retrouvent devant quoi? Ils se retrouvent devant la Prius Prime, tu sais, qui est une voiture extrêmement fiable, vous l'avez dit, puis en ayant la Volt et la Clarity qui sont partis de ce marché-là, mais ça laisse le marché presque à 100%. Puis Toyota, il y a aussi le RAV4 Prime qui est extrêmement populaire. Fait que, tu sais, on a bien... on s'amuse des fois avec Toyota qui disent qu'ils n'ont pas encore de véhicules 100% électriques, mais... Force est d'admettre qu'ils ont une certaine part de marché qui réussissent à tirer leur épingle du jeu par leurs hybrides branchables. Puis la Prius Prime en est une preuve en prenant la 2e place au Québec. Là. Si je peux ajouter, peut-être même que le RAV4 Prime attire des gens chez Toyota. Puis s'il n'y en a pas sur le plancher, parce que la demande l'attente est d'1 an ou 2, mais qu'il y a des Prius sur le plancher, il y a une certaine partie de la clientèle qui va dire je vais prendre ça, ou je vais la louer, ou je vais essayer avec ça. Donc, Toyota a deux joueurs sur le marché de l'hybride rechargeable. Donc,
C'est certain que ça l'aide. D'ailleurs, la RAV4 Prime, on peut en parler pendant qu'on est là, est 5e pour l'année à 2498, mais c'est un modèle qui était parti pour faire presque peut-être 4000, 4200 là, si on regardait la première moitié de l'année. Donc, l'offre a diminué là, fortement en deuxième moitié d'année. J'imagine question de chaîne d'approvisionnement ou de demande trop forte ailleurs. Je ne saurais c'est un modèle qui vient du Japon directement. Donc, il y a une seule usine qui fabrique le RAV4 Prime pour l'ensemble de la planète. Fait que c'est certain que il y a une grosse pression au niveau de cette usine-là. Et puis, il y a beaucoup plus de demandes pour le RAV4 Prime aux États-Unis, justement, qu'il peut y en avoir pour une Prius qui est perçue comme étant trop petite à tort, que ça soit vrai ou pas. Aux États-Unis, la RAV4 Prime est beaucoup plus en avance qu'une peut l'être la Prius. Ensuite, messieurs, dans votre palmarès, vous venez de parler de la 4e, 5e place à peu près, là, c'est ça? On va revenir un peu en arrière à la 4e, mais justement, donc, on avait Prius Prime à 3077, suivi de la Chevrolet Bolt avec 2557, et un peu comme pour justement qu'on vient de parler, le RAV4 Prime, pour des raisons complètement différentes cependant, mais la Bolt a vendu beaucoup première moitié d'année et à peu près plus après. On aurait pu s'attendre probablement à quasiment 4700 pour l'année. Ce qui l'aurait mis en première place. Exact, oui. Elle aurait été la première pour l'année, effectivement. Mais là, justement, à cause des problèmes de rappel de batterie et ainsi de suite, que Chevrolet ont coupé la valve pour probablement réussir à avoir les batteries disponibles pour réparer tous les rappels qu'il y avait à faire. Justement, il y en a eu que 2557, ce qui est malgré tout pas mauvais, mais on aurait pu espérer beaucoup mieux au début de l'année. Ensuite, moi, j'aurais envie de vous parler un peu de la deuxième moitié de notre top 10, disons, annuel. Là. Je trouve que c'est plus nouveau et excitant. Là. On a des modèles qui étaient moins présents. Donc, en 6e place au Québec cette année, je ne sais pas s'il y en a qui l'auraient prédit non plus, le Ford Mustang Mach-E, 2315 nouvelles voitures sur les routes pour la première offre vraiment tout électrique chez Ford là, de grand public, là, disons. Là. Il y avait eu la Focus dans le passé, mais disons que c'était plus un peu comme on disait en anglais, un compliance car. Là. Donc là, Ford arrive avec un très bon succès. Puis je vais reparler de Ford parce que en 8e, on a le Ford Escape hybride rechargeable, 1511 cette année, puis il est arrivé là, pratiquement là, juste en deuxième moitié d'année. Là, je pense qu'on avait 7 enregistrements au 30 juin. Là. Donc déjà, là, vous regardez ça, ça fait presque le même nombre que Tesla, là, que la Tesla 3 avec les deux modèles de Ford. D'ailleurs, parlant de Tesla, ils sont 7e avec leur modèle Y. Là, donc, Tesla, peut-être que le modèle 3 ralentit, mais quand même, le modèle Y à 2258 nous donne peut-être une idée un peu là, du marché sans rabais pour le Québec. Ensuite de ça, on a le Kia Niro qui a eu une bonne année, là, le tout électrique, 1423, 9e position quand même cette année, là, sans faire trop de bruit. Là, ça devient un vendeur fiable pour Kia. Et en 10e place, moi, ma surprise de l'année, le Jeep Wrangler en version hybride rechargeable. Il y en a 1395 sur nos routes aujourd'hui. Je pense qu'une partie de l'explication revient au fait qu'avec les rabais, il devient moins cher que les versions à essence du Wrangler. Donc, pourquoi ne pas prendre cette version-là qui donne un peu de couple électrique, qui donne une consommation moindre, donc des coûts d'opération moindres. Donc, les acheteurs de Jeep ne sont pas plus fous qu'un autre. Ils vont profiter des rabais. Messieurs, le temps file, puis je veux qu'on ait le temps de tout traiter. Je vous propose peut-être de juste nous parler des nouveautés, les dernières nouveautés, donc celles qui sont arrivées au dernier trimestre de 2021. Donc, il y a quand même quelques modèles qui se sont pointés le bout du nez. Frédéric, peux-tu me parler de ces modèles-là? Quels sont-ils et comment ont-ils performé au 4e trimestre? Je dirais les dernières nouveautés, justement, qui sont arrivées lors du dernier trimestre, donc finalement, pour finir le trimestre qui se termine en décembre 2021. Il y a eu, justement, je dirais, deux très gros, des modèles très attendus qui sont arrivés.
pas nécessairement en nombre incroyable, mais il commence à se pointer le bout du nez, puis on devrait voir l'effet justement cette année en 2022. On parle en première position de la Volkswagen ID4 avec maintenant 334 véhicules sur nos routes. On parle aussi, cela, une fois de plus, on y va avec probablement un des facteurs qui explique que les hybrides rechargeables ont peut-être repris un petit peu du poil de la bête. Le Hyundai Tucson hybride rechargeable, que je l'avais même pas vu venir avant qu'on le voie dans les salons, qui a quand même bien performé avec 226 pour le premier trimestre. La Hyundai Ioniq 5 avec 96 véhicules et on s'entend qu'avec un nombre si bas que ça, la demande est beaucoup plus haute. Ça, c'est vraiment juste ce qu'ils ont réussi à avoir pour la fin de l'année et avant. Et le gros des livraisons s'est fait plus en début d'année aussi, là, 2022. Donc, si on reprenait une lecture aujourd'hui, les chiffres seraient beaucoup plus gros, mais 96, c'est cohérent. Les premières livraisons ont eu lieu là, tout près de Noël là, ou dans ces eaux-là. Là. Fin décembre. Ouais. À la toute fin de décembre, puis c'est évident qu'au premier trimestre 2022, vous allez en avoir beaucoup. Là, je recevais une communication de Hyundai qui disait qu'en janvier, au Canada au grand complet, ils en ont presque écoulé 1000. Là. Fait que c'est 806 véhicules qui ont livré au Canada. Donc, on peut gager qu'il y a une bonne partie qui va être au Québec et en Colombie-Britannique, là, évidemment, là, mais nécessairement, là, je vois de plus en plus de gens là, qui affichent des publications là, comme quoi qui prennent de livraison. Fait que ça va bon train. Fait que ça, c'est définitivement à garder un œil dessus premier trimestre. Et pour finir, les nouveaux arrivés du Q4, c'est pas nécessairement des véhicules très importants en termes de nombre, mais certains m'ont même surpris. Donc, il y a une nouvelle Karma qui arrive, le Fisker qui est devenu Fisker Karma, maintenant juste Karma. Donc, la Karma GS 6. Il y en a maintenant 2 véhicules sur nos routes du Québec. Et c'est pas du tout un nouveau véhicule, mais il y en a pas beaucoup qui existent. Et il y en a maintenant un au Québec, la Polestar 1. La première vient d'arriver sur nos routes. Pour ceux qui ne savent pas, on connaît peut-être un peu plus la Polestar 2, qui est un 100% électrique. La Polestar 1 est un véhicule quand même assez dispendieux. Je ne me rappelle plus des prix, mais hors de la plupart des bourses. Hybride rechargeable, qui a quand même une autonomie électrique intéressante, cependant. Contrairement à des fois certains hybrides rechargeables, que c'est juste question de pouvoir mettre un petit crochet sur la liste des fonctionnalités, c'en est une vraie bonne hybride rechargeable. OK. Peut-être en vrac, Jean-François, il y a eu beaucoup de nouveaux, on vient d'en nommer là, des nouveaux véhicules qui sont arrivés dans le Q4, mais si on regarde l'année 2021 au complet, il y a quand même une panoplie de nouveaux véhicules assez impressionnante. Peux-tu nous en dresser rapidement la liste On a parlé déjà des Ford Mustang et Escape hybride rechargeable, les deux plus populaires dans les nouveautés 2021, le Wrangler ensuite en troisième, la Bolt EUV qui a eu une courte vie, mais qui avait eu 874 enregistrements. Hyundai, on a parlé du Tucson, mais il y a aussi le Santa Fe qui est arrivé un petit peu plus tôt en l'année. Il y en a 293. Chez Volvo, on a le XC40, il y en a 179. Chez Polestar, on a maintenant 164 Polestar 2. Puis, il y a Mazda aussi qui fait son entrée. On n'en avait pas parlé encore là, dans le marché avec le MX-30. 95 sur nos routes là, à la fin de l'année. Tu parles pas de son autonomie, là, 95 ans. Tu parles tu parles du nombre. Non, mais je l'ai dit. On est méchant. Non, mais en fait, c'est une voiture un peu spéciale de par son autonomie qui est un peu maigre quand on regarde la tendance actuellement des autonomies des véhicules tout électriques. Mais quand même, c'est 180 qui s'est vendu. Il faut croire que ça répond à un certain besoin tout de même. Sans nommer les chiffres, là, je vais juste vous défiler la liste des autres modèles. Là. Il y a des Lincoln Corsair hybrides rechargeables qui sont arrivés. Puis ensuite, des modèles là, beaucoup plus marginaux, mais des modèles de luxe. Là. Audi e-tron GT, Audi RS e-tron, Audi A7 hybride rechargeable, des Ferrari SF90, Bentley Bentayga hybride, Mercedes série S. Donc, tranquillement, là, dans le marché du grand luxe aussi, là, il y a toutes sortes d'offres là, qui s'ajoutent là, pour les consommateurs plus aisés. Maintenant, si on regarde le découpage plus par marque, donc peu importe le modèle, ça nous donne quoi comme portrait, Frédéric, si on y va avec les marques là, qui sont les plus populaires? Donc, en première position, qui est en fait la première position depuis le début qu'on a nos statistiques, ça reste Chevrolet avec 24 830 véhicules sur nos routes.
Ça constitue 19,31% de la flotte de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qu'on a au Québec. À noter que, je dirais, la dernière moitié d'année, il y a eu un gros aplatissement de la progression de la part de Chevrolet à cause, une fois de plus, des 2 Bolt qui étaient leurs gros vendeurs qui ont arrêté de vendre. Sinon, en deuxième position, on a Tesla avec 20 935 véhicules, ce qui constitue 16,28% des véhicules électriques ou hybrides rechargeables au Québec, suivi de Hyundai, qui est passé de la 4e à la 3e place pour 16 863 véhicules, 13,11%. Une des choses qui aide beaucoup Hyundai, c'est qu'ils commencent à avoir une variété justement de différents modèles de véhicules. Donc, même s'ils n'en ont pas un gros qui fait un gros wow, un gros bang comme la Bolt chez Chevrolet ou la Tesla Model 3 chez Tesla, ils arrivent quand même à avoir des très bons chiffres. Ben, si on parle juste de l'année, en fait, là, on avait dit que c'était Hyundai Kona qui était le meilleur vendeur. Puis la marque qui a la plus grosse progression, c'est Hyundai aussi, 6280, si on va dans les détails de l'article, devant Tesla et devant Toyota. Et justement, Toyota qui est passé de la 3e à la 4e place, qui ont principalement leur Prius Prime continue à bien faire, mais justement, c'est leur manque de différents modèles et qu'un de leurs 2 modèles ont décidé de prendre une pause syndicale ou je ne sais pas trop quoi pour la deuxième moitié de l'année. Donc, veut pas, ça se reflète sur leur progression, puis ils sont tombés en 4e place. En 5e place, justement, on a Nissan qui était autrefois dans le temps 2e, qui continue tranquillement pas vite à perdre justement des positions au classement, souffrant elle aussi d'un seul modèle et ce modèle-là commence à être un petit peu essoufflé aujourd'hui. Soit que le modèle est moins attrayant, moins cher, peu importe, le résultat est là pareil. Le modèle n'arrive plus à traîner la marque au complet. On a fait un beau tour des véhicules, messieurs. On va s'en aller maintenant dans le volet plus géographique, donc la répartition de ces véhicules-là. Donc, quelles sont les grandes tendances, Jean-François, qui se démarquent pour fin 2021? Fin 2021, ce qu'on observe, un chiffre qu'on n'a pas mentionné d'entrée de jeu, là, quand on a parlé des chiffres globaux, pour mettre un peu tout ça en perspective, on a 1,87 %, donc un petit peu sous le 2 % de voitures électriques, là, si on regarde le nombre de voitures électriques sur l'ensemble des véhicules enregistrés sur les routes du Québec. Donc, c'est pas comme la progression annuelle. Là, je veux dire, il y a des véhicules qui restent enregistrés 10, 15, 20 ans. Là, donc, remplacer la flotte, ça prend du temps. Fait qu'on approche du 2 %. Oui, puis j'aime bien, Jean-François rappelait toutes les fois, parce qu'on entend les deux chiffres, puis il ne faut pas que les gens les mélangent. Le pourcentage des ventes puis le pourcentage de véhicules immatriculés, c'est 2 choses. Donc, on a vu tantôt qu'on était légèrement en bas du 10 % de ventes de véhicules électriques, mais on a, au moment où on se parle, sur les routes, 1,87 % de véhicules. Donc, les ventes vont bien. Donc, c'est pour ça que des fois, on entend un chiffre qui est proche de 10, puis un autre là, qui est proche de 2, là, qui était 1,5 ou à peu près, puis qui commence à se rapprocher du 2 tranquillement, pas vite. Ça, c'est le leg. Hein? Ce 10 % par année ou qui va augmenter va faire en sorte qu'à un moment donné, notre nombre de véhicules sur les routes tout électriques va augmenter substantiellement. Donc, je m'excuse de l'aparté, mais je pense que c'est bon de le rappeler parce que souvent, les gens mélangent puis nous parlent de 10 % comme étant le nombre de véhicules sur les routes. Il n'y a pas 10 % de véhicules électriques sur les routes. Il s'en est vendu l'an passé tout près de 10 %, mais il y en a un peu en bas de 2 % sur les routes au moment où on se parle. C'est donc dire qu'on va vous en parler pendant longtemps encore, parce qu'il y a encore, il y a encore bien de la place. Mais il y a des régions qui en ont un petit peu plus que la moyenne. C'était la Naudière, Martin, si tu te souviens, là, à chaque fois qu'on en parle, c'est la Naudière qui est en avant. C'est plus vrai. C'est maintenant la Montérégie. À vrai dire, on a aussi mis à jour nos chiffres sur la flotte totale, là, pas juste sur les véhicules électriques. Donc, peut-être que le changement s'est fait un peu plus tôt dans l'année, là, mais on estime qu'on a 2,55 % là, des voitures enregistrées, des véhicules enregistrés à Montérégie qui sont tout électriques. Là. Si on met ça en perspective, je vous ai parlé d'1,87 %, donc c'est quand même substantiellement là, au-dessus de la moyenne québécoise. La Naudière demeure quand même deuxième. Là. Ils n'ont pas dit leur dernier mot à 2,52 % leur flotte. Donc, c'est encore serré, c'est les deux premières.
mais le champion historique a maintenant laissé sa place. Voilà. Puis il y a toujours eu aussi une course très, très chaude entre Laval et l'Estrie. On est où, là? Ben, Frédéric sera content, lui qui est de Laval, là, qui pense qu'il y a de l'influence là-dessus. Ben, Laval a dépassé là, à nouveau l'Estrie, en fait, là, en pourcentage, là, à 2,339 versus 2,297. Par contre, il y a toute une partie de ça, là, des fois, qui est un peu difficile à voir. Là. Oui, il y a la progression des ventes, mais il y a aussi les changements démographiques. Puis la COVID a entraîné un peu de perturbations là, avec des déménagements en région. Puis... Alors, c'est un peu difficile d'établir des tendances. Il va falloir regarder sur un peu plus longtemps, mais à l'heure où on se parle, en taux de pénétration, Laval a plus de voitures électriques que l'Estrie, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Puis dans les autres régions, ça ressemble à quoi? Si on fait un petit tour rapide, par exemple, Montréal, donc là, tu as nommé, dans le fond, 4 régions qui sont en haut de 2. La 5e qui est aussi en haut de 2, c'est les Laurentides. Puis Montréal là, cogne à la porte du 2. Là, à l'heure où on enregistre ça, on doit y être. Là, on était à 1,997 à fin décembre. On était tout proche, hein? On était tout proche du 2%. Mais Montréal, qu'est-ce qui est à souligner là, cette fois-ci, je dirais, c'est que longtemps, on a eu un pourcentage environ similaire à la capitale nationale. Là. Donc, la rivalité Québec-Montréal. Mais Montréal prend vraiment les devants maintenant. Là. La capitale nationale est à 1,762, donc même en dessous de la moyenne québécoise. Là, alors que Montréal se situe encore un peu en haut de la moyenne québécoise. Okay. On a un autre duel... entre le centre du Québec et la Mauricie, là, les deux régions jumelles de part et d'autre du fleuve. Le centre du Québec, 1,571. La Mauricie, 1,561. Là, donc, c'est un centième là, dans les pourcentages. C'est du coude à coude. C'est du coude à coude. Là. Donc, pour les régions, ça ne change pas tant que ça. Puis, il y a une partie des mouvements qui est due à la démographie. C'est pas si évident d'attribuer tout au portrait des ventes, là, simplement. OK. Et puis pour terminer, un autre coude à coude, Gaspésie, Côte-Nord, ça se resserre? Oui, on peut dire que justement la Gaspésie arrive cogner à la porte de la Côte-Nord. On parle justement, c'est pas les régions qui avaient le meilleur taux justement d'électrification jusqu'à aujourd'hui. La Côte-Nord maintenant est à 0,527. Et la Gaspésie arrive et était un petit peu en arrière, puis maintenant la Gaspésie est rendue à 0,525. Donc, il y a peut-être aussi des erreurs de mesure là-dedans, comme disait Jean-François, de notre estimation par rapport au mouvement démographique et tout, mais la Gaspésie semble vouloir prendre un petit peu d'avance ou la Côte-Nord ralentir un petit peu. Le futur va pouvoir nous le dire. OK. Rapidement, parce qu'on parle de région, rapidement, si on faisait le tour des villes maintenant, si on le ramène en termes de villes, quel est notre palmarès et a-t-il changé? OK. Donc, justement, pour les villes, je dirais notre grande championne est toujours Saint-Lambert en Montérégie, qui conserve sa première position avec 5,30% de sa flotte qui est électrique ou hybride rechargeable. Et pour donner une idée, justement, comme tantôt on a dit que c'était 1,87 pour la province, donc on se rapproche du 3 fois plus de véhicules électriques dans cette ville-là versus dans l'ensemble de la province. Sinon, si on continue notre top 5 des villes, il y a Eastman en Estrie avec 4,9, Bromont en Montérégie avec 4,8, Orford avec 4,8 aussi, mais c'est bon, c'était 4,84 pour Bromont, 4,80 pour Orford. Et finalement, Saint-Bruno de Montarville avec 4,7%. Et il semble avoir Hempstead qui arrive, qui était quand même en arrière, on voit une progression assez régulière, qui est maintenant en 6e position à 4,67, qui pourrait très bien justement arriver dans le top 5 là, prochain trimestre. Parfait. Messieurs, le temps file. On va enchaîner, si vous le permettez, avec les perspectives pour 2022. On va découper ça en certains thèmes. Premièrement, du point de vue des acheteurs, quelles sont les perspectives pour 2022, Jean-François? Bien là, pour 2022, il y a plusieurs nouveaux modèles, là, soit ceux qui viennent d'arriver, dont Stéphane a parlé, dont j'ai parlé tantôt, le Ioniq 5, le Volkswagen D4, le Ford Escape hybride rechargeable. Il y a tous les nouveaux modèles d'hybrides rechargeables, là, comme ceux de Hyundai. Bref, il y a beaucoup de choix. Il y a de plus en plus de choix.
Mais les problèmes d'approvisionnement semblent demeurer. Donc, ça, on ne sait pas jusqu'à quand ça va se poursuivre. Et ça, c'est donc des délais d'attente pour les consommateurs. Puis, en même temps, le consommateur doit regarder le prix de l'essence de plus en plus puis se dire qu'il va peut-être attendre puis en acheter un électrique, même s'il y a des délais. Là. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se répercuter là, au niveau de la demande là, pour les acheteurs, mais ils ont de plus en plus de raisons de passer à l'électrique, même si ça ne se fera peut-être pas dans les délais qu'ils veulent. Cela dit, je crois comprendre que les délais commencent à être importants aussi du côté des voitures à essence traditionnelles là, dans plusieurs modèles. Là. Donc, ça n'affecte pas juste le marché de l'électrique, les délais. Donc, ça ne désavantagera peut-être pas autant qu'on pourrait le croire, là, les véhicules électriques cette année. Si on y va maintenant du point de vue du marché, Frédéric, à quoi on peut s'attendre pour 2022? Comme on disait tantôt, on est présentement à 1,87% de véhicules électriques sur nos routes. Donc, si la progression se maintient pour l'ensemble de la province, on devrait réussir à atteindre le 2% d'ici la fin de l'année. Personnellement, j'espère le dépasser le plus possible, mais probablement qu'autour d'un petit peu plus au-dessus de 2, là, ça devrait être ce qu'on devrait atteindre là, si on est un petit peu réaliste. Maintenant, il y a aussi la question du pourcentage des ventes. Présentement, si on fait la moyenne par rapport, grâce aux statistiques de Statistique Canada, justement, et non qui a rapport avec les ventes de véhicules et non pas le nombre d'immatriculations. On a eu pour 2021 8,9% des véhicules vendus au Québec qui étaient électriques ou 100% électriques ou hybrides rechargeables. Le dernier trimestre, donc le trimestre se terminant en décembre, on a eu 9,55% des ventes qui étaient une fois de plus électriques. Donc, si la progression continue similaire, on peut s'attendre justement pour que pour le dernier trimestre, si on regarde un peu plus une historique de la progression des ventes, justement, c'est à peu près linéaire. Donc, on peut s'attendre à réussir à avoir peut-être un 11% des ventes qui seraient électriques d'ici la fin de l'année pour le dernier trimestre de 2022. Mais si on veut maintenir justement le plus possible notre progression exponentielle au niveau des véhicules sur la route, à ce niveau-là, il faudrait essayer d'augmenter. Il faudrait espérer que ce pourcentage-là des ventes augmente un petit peu plus que le linéaire. Parce que sinon, on n'arrivera pas à maintenir notre progression exponentielle à l'autre niveau. Parfait. En terminant, les modèles à surveiller pour les prochains mois, prochaine année, Jean-François, peux-tu commencer à nous tracer un portrait de ce qu'il faut surveiller? Ben, j'y vais en rafale un peu avec certains trucs qu'on a soulignés. Il y en a peut-être d'autres, là. On ne prétend pas que c'est exhaustif, mais je rappelle Volkswagen ID4 là, qui vient d'arriver, qui est très attendu, qui semble déjà très populaire. Le Ioniq 5 également de Hyundai. Puis il y a le je sais pas, comment qu'on les appelle, ceux-là, des cousins chez son équivalent chez Kia, là, le EV6, qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait arriver j'imagine, dans ce trimestre-ci. Je ne sais pas si vous le savez, messieurs. Oui, ça devrait commencer à être livré en février, selon les informations. Là, il y avait eu une espèce de système de précommande de 200 unités. Mais ces 200-là, en février ou en mars, devraient être livrés. Mais après ça, pour le reste de l'année, c'est moins clair. Là, Kia est assez évasif là, sur combien d'unités vont être réservées pour le Canada. On avait entendu parler d'un 2000 à un certain moment, c'est moins clair si ça va être ça. Fait qu'encore là, tu sais, on essaye toujours de dire on veut continuer à faire notre progression exponentielle, tu sais, au lieu que ça soit linéaire. Mais c'est aussi dépendant de ce que les manufacturiers acceptent d'amener. Là. Fait que on a eu des annonces au niveau de loi zéro émission au Québec dernièrement là, pour ajouter un petit peu de mordant. Là. Fait qu'à ça, à voir là, si ça va peut-être forcer un petit peu la main des manufacturiers d'amener plus. Tu parlais de 2000 véhicules. Je suis convaincu qu'ils peuvent vendre facilement le double de ça si on la disponibilité. C'est ce qu'on voit toujours, c'est les listes d'attente. On pourrait dire qu'il y a X nombre de personnes qui sont sur la liste d'attente, mais combien de ceux-là vont accepter d'attendre tout ce délai-là et non pas se retourner de côté? Et combien sont sur 2 ou 3 listes d'attente? Tout à fait. Exact. Ensuite... il y a des modèles qui
comme le Ford Escape, là, hybride rechargeable, là, il fait peut-être moins parler de lui que le Ioniq 5 ou le V6, mais on a vu à la fin de l'année qu'il avait très bien performé. Donc, l'offre semblait quand même au rendez-vous. Donc, est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? Idem chez Toyota. Est-ce qu'ils relanceront les ventes du RAV4 Prime? Donc, de ce côté-là, là, il y a des questions. Puis, il y a la grande question chez Chevrolet. Là, il y a plusieurs qui laissent entendre qu'ils ne relanceront peut-être pas la Bolt EUV. Donc, ça peut changer dramatiquement le portrait. Donc, ça, c'est assurément à surveiller. Ensuite de ça, je dirais que est-ce qu'on verra des pick-up, là, des camionnettes en 2022 sur nos routes au Québec? Le F-150 ou chez Rivian ou le Hummer EV chez GM? La question est ouverte. Je n'ai pas de réponse. J'espère qu'on verra un peu de ces modèles-là arriver cette année. Pour le reste, je dirais que pour l'année 2022, là, il y aura aussi les modèles de luxe là, chez BMW, chez Mercedes, chez Cadillac. Il y a des nouveautés, la Lyriq, les iX et i4 chez BM. Puis, il y a aussi le Hummer dont on vient de parler. Il y a certains modèles qui sont assez, qui sont, je dirais, attendus plus grand public, entre autres Nissan puis la Ria qui devrait arriver aussi cette année, hein, qui va remplacer peut-être la Leaf ou en parallèle avec la Leaf, on ne le sait pas. La Leaf est quand même un modèle qui date depuis plusieurs années. On pourrait croire que la Ria va la remplacer, mais c'est pas du tout dans le même segment de véhicule. La Ria, c'est beaucoup plus gros. Toyota qui devrait arriver aussi avec la BZ4X, Subaru et sa Solterra, ce que ça va être cette année. Bonne question aussi, là, mais j'ai nommé juste 3, mais 3 qui risquent d'avoir peut-être pas le même engouement que la Ioniq 5 puis la ID4, mais qui vont sûrement aller chercher plus de marché que les modèles comme la BMW iX ou la Cadillac Lyriq, là, du moins je pense. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, j'oubliais ces modèles qui sont effectivement probablement assez attendus puis qui vont pas mal augmenter le marché. Donc, justement, on voit que il y a vraiment beaucoup de potentiel, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se réaliser dans tout ça, quand ça va se produire dans l'année. Donc, c'est un peu difficile de faire des prédictions sur les tendances de l'année là, en date d'aujourd'hui. Moi, un autre marché que j'aime bien surveiller, là, je vous en parle régulièrement, mais les autobus et les camions, là, ça commence à décoller. Si on regarde les chiffres, là, il y a des petites inflexions dans les courbes. Là. Donc, moi, c'est une chose que je vais surveiller en 2022. D'accord. Stéphane? Vous parliez de modèles de manufacturiers qu'on connaît. Moi, c'est surtout ceux qui vont arriver. On va avoir des nouveaux manufacturiers sur le marché. Il y a Tesla qui est arrivé il y a environ 8-9 ans là, sur les routes du Québec. Mais depuis ce temps-là, on n'en a pas vraiment eu de nouveaux joueurs. Là, il y a vraiment des nouveaux joueurs qui arrivent. VinFast, entre autres. VinFast, Imperium Motors. Il va y avoir Rivian s'il arrive avec quelques unités au Canada. Il devrait arriver en 2022. Fisker pour nommer que ceux-là. Là. OK. En fait, avant de passer au point de Stéphane, la petite chronique spéciale de Stéphane, le mot de la fin, Frédéric, peut-être conclure en nous parlant de... Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient venir brasser un peu la soupe là, dont on a parlé aujourd'hui? Je dirais celui qui risque d'avoir probablement le plus d'impact, c'est s'il y a des changements de critères au niveau des subventions gouvernementales. Il y a tout le temps, à chaque année, la rumeur, la subvention va arrêter à telle date, mais c'est le moment jusqu'auquel les règles du jeu ne changeront pas. Si on regarde présentement le gouvernement qu'on a au niveau fédéral et provincial, les chances sont que les rabais vont rester, mais ils se gardent le droit de jouer un peu sur les critères quand ils renouvellent les enveloppes budgétaires et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il va y avoir des changements qui pourraient changer de l'admissibilité de certains modèles? Entre autres, justement, au niveau des véhicules, que ce soit justement les camionnettes qui sont par définition plus chers, ou même les gros VUS qui sont des segments qui doivent aussi être électrifiés. Il y a certaines discussions, surtout au niveau du fédéral, de peut-être changer un peu les règles du jeu pour ces segments-là. Ça va être de voir comment ils vont arriver à faire ça sans être injuste envers les autres véhicules. Et l'éternelle limite de où commence un VUS et où se termine une berline hatchback est un sujet à éternel débat qui peut enflammer plusieurs discussions. Sinon, je dirais
pense pas que ça influence beaucoup les ventes. C'est quand même quelque chose qui va être à regarder en 2022, qui risque de commencer cette année, qui est justement le déclin du Chademo. Il restait le Nissan Leaf qui était sur nos routes, qui était le seul nouveau véhicule encore qui avait, avec, je dirais, le Outlander hybride rechargeable. Mais pour lui, la recharge rapide est un volet un peu moins critique, si on veut. Mais pour la Leaf, c'est encore très important. On a quand même beaucoup de Leaf sur nos routes. Malheureusement, il ne reste plus que la Leaf qui va être vendue avec du Chademo, même son successeur, le Lyriq, pas le Lyriq, le Aria, merci. Lyriq, c'est Cadillac. Le Aria va avoir le CCS. Donc, ça va être de voir comment que, justement, le Chademo va évoluer à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Ça fait un super beau tour d'horizon. Mais avant d'aller plus loin, en fait, on vous l'avait dit tantôt, là, Stéphane nous revient pour nous faire suite à une investigation qu'il avait fait il y a un petit bout de temps. Puis, il y a du nouveau là-dessus. Mais avant de lui céder la parole, on y va avec son thème d'intro. Les dossiers du bureau d'enquête Silence on roule avec Stéphane Levert. Stéphane, t'es rendu l'investigateur du paranormal. Je me suis amusé, hein? Faut bien prendre les choses. On travaille sérieusement, mais faut pas se prendre trop sérieux. Yes, sir. Ben oui, un update, Martin. Tu l'as bien dit, là, plus tôt en 2021 sur justement un autre hors-série qu'on avait fait justement avec Frédéric puis JF. J'avais mis un peu la lumière sur un phénomène qu'on a constaté sur les réseaux sociaux. C'est le fait qu'il y a des gens qui après une courte période de temps de possession d'une Tesla Model 3, avec le marché ontarien qui est à côté de nous, qui, on le sait, là, n'ont pas accès à une subvention provinciale de leur côté, ben, des modèles populaires comme une Tesla Model 3 à l'échelle nord-américaine, ben, c'est très attrayant de venir feeder le marché de l'usager dans leur marché. Donc, ce qu'on avait constaté à ce moment-là, vous vous en rappelez, là, c'est que il y a une espèce de pattern qui s'organise, une espèce de marché là, organisé qui fait en sorte de faciliter un peu le transfert de véhicules immatriculés du Québec vers l'Ontario. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent justement de la hausse du marché, de la valeur du marché de l'usager du côté ontarien pour vendre presque à profit, là, on peut le dire comme ça, là, de leur voiture qu'ils ont payée ici avec la subvention provinciale pour à tout le moins, là, se faire quelques milliers de dollars de profit et se les mettre dans les poches. Fait que, tu sais, encore là, on le rappelle, là, la loi pour le programme de subvention provinciale, c'est de dire que la voiture doit rester immatriculée au Québec pendant 12 mois. Donc, on n'est pas en train d'essayer de mettre en lumière quelque chose qui serait illégal ou quoi que ce soit. C'est tout à fait permis de le faire, mais c'est plus au niveau... On dirait que le gouvernement provincial met de l'argent dans le programme de subvention pour encourager l'augmentation du nombre de véhicules. On le voit avec les statistiques, on essaie de se donner un petit peu de fierté par rapport à ça pour être des leaders. Ben, c'est un peu étrange de constater qu'il y a des gens qui encouragent ça au Québec. Donc, ce que j'ai fait à l'époque, c'était de comparer des périodes avec les années précédentes. Et j'ai fait la même chose cette fois-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande d'accès à l'information à la SAC pour avoir une année comparative entre le 31 décembre de 3 années. Donc, le 31 décembre 2019, 2020 et 2021. Ce qui nous a donné un comparatif entre ces 2 années-là, ces 24 mois-là. Et j'ai fait cette fois-ci une procédure que j'ai essayé de me donner un petit peu scientifique. Là. Je mérite un thème, donc on va se la jouer scientifique, Martin. J'ai voulu donner une base de comparaison avec un autre modèle 100% électrique populaire au Québec, la Bolt EV-EUV. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est de comparer les deux dans la même période de temps. Donc, pour vous donner une idée, là, je vais vous donner les chiffres en vrac, puis après ça, on va prendre le temps de les analyser un petit peu. Donc, pour 2020, Tesla Model 3. Ce que les chiffres nous montrent, c'est qu'il y a eu 330 retraits, donc véhicules plus immatriculés entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 pour 5213 ajouts. Donc, on a eu au net une progression. Donc,
Il y a eu des véhicules qui se sont ajustés, d'autres qui ont été retirés. Ces 330-là représentaient, au 31 décembre 2020, 2,95% de la flotte au 31 décembre 2020. Un année plus tard, en 2021, donc l'année qui vient de passer, on a passé à 793 retraits pour une progression moins importante, 4439 versus les 5213 de l'année précédente. Donc là, on a une pourcentage de la flotte de 5,38% au moment du 31 décembre 2021. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une nette augmentation des pourcentages de retrait en un an. 141%, en fait. Ben, une augmentation de 141%, exactement. Donc, on a passé de 330 à 797, donc c'est plus que le double de retrait. Donc là, c'est là que le comparable avec la Chevrolet Bolt est intéressant parce que j'ai voulu voir, est-ce que c'est juste un phénomène normal étendu à tous les modèles et les marques? Donc là, encore là, je vais vous donner les deux mêmes procédures, donc les mêmes chiffres. En 2020, 243 retraits de Chevrolet Bolt pour les 3234 ajouts, qui représentaient 2,90% de la flotte. Donc, 2,90, c'est 2,95 au niveau de la Tesla Model 3. Donc, on voit que les chiffres sont similaires en 2020. Mais en 2021, la Chevrolet Bolt, elle a gardé un nombre de retraits extrêmement similaire, 247 pour les 2804 ajouts. On se rappelle qu'il y a eu l'arrêt de vente, donc c'est sûr qu'il y a eu moins d'ajouts, mais les retraits ont resté extrêmement similaires. Il y a eu 2,26% de la flotte totale au 31 décembre qui représentait les 247 retraits que j'ai mentionnés. Donc, au niveau de l'augmentation des retraits, à ce point-ci, c'est juste 2% par rapport à l'année précédente. C'est là qu'on voit que le phénomène est très spécifique à la Tesla Model 3. Donc, on voit vraiment que ce que j'ai dit tantôt, comme le pattern ou le marché qui s'est mis en branle pour encourager cette espèce de procédure-là, de pouvoir faire un peu d'argent avec cette possibilité-là de venir profiter du marché en Ontario. Ça a vraiment eu une nette progression. Puis Stéphane, juste pour que ce soit clair, en fait, c'est une problématique qui est très ciblée autour de Tesla actuellement, mais pas parce que c'est Tesla. Je veux dire, en réalité, quelqu'un pourrait faire la même chose avec une Bolt ou avec n'importe quel autre modèle de voiture. Pourquoi plus c'est Tesla que les autres? Ben, il y aura plusieurs façons de l'expliquer, mais probablement parce que toute proportion gardée, les Tesla sont beaucoup plus présentes en Ontario que les autres modèles de voitures. C'est-à-dire que les Tesla représentent un pourcentage des véhicules électriques beaucoup plus élevé en Ontario que ce ne l'est au Québec, entre autres parce qu'il y a beaucoup moins d'infrastructures publiques en Ontario, alors que Tesla est bien développé, donc ça incite les gens à acheter des Tesla. Entre autres, il y aurait plein d'autres façons ou plein d'autres raisons qu'on pourrait amener, mais le problème que tu mets en lumière avec les Tesla, on pourrait théoriquement se mettre à le vivre avec plein d'autres modèles. C'est-à-dire que c'est pas un problème qui est dû, c'est pas de la faute de Tesla, là. C'est juste ça que je veux dire. C'est vraiment une façon d'utiliser l'intérêt, l'engouement qu'il y a envers les Tesla. Les Ontariens veulent en acheter, voudraient en acheter, ont la chance d'acheter une Tesla qui va peut-être leur revenir un peu moins cher parce qu'elle vient du Québec et a été subventionnée par 2 subventions. Fait qu'ils sautent là-dessus, comme on dit, comme la misère sur le pauvre monde. Mais ça pourrait être, on pourrait vivre dans les prochains mois, les prochaines années, le même problème avec un autre modèle de voiture qui deviendrait très populaire ou très prisé auprès des Ontariens. Fred, t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Comme tu disais, on peut pas vraiment blâmer Tesla. La seule chose qu'on pourrait dire pour blâmer Tesla, c'est qu'ils ont malheureusement, entre guillemets, c'est pas malheureusement pas tout, mais ils ont malheureusement fait un bon réseau de bornes de recharge rapide en Ontario. Et ce sont les seuls à en avoir fait un. Donc, c'est eux il y a beaucoup de demandes pour les Tesla grâce à ça. Et c'est un phénomène très similaire avec les États-Unis. Au Québec, on a une très bonne diversité au niveau des différents modèles de véhicules électriques, comme qu'on voyait tantôt. Exactement, c'est autour de 16% pour les Tesla au Québec. Aux États-Unis, quand on parle de véhicules électriques, c'est un peu comme dire un frigidaire. Donc, quand on veut dire un véhicule électrique aux États-Unis, on dit une Tesla. Parce que 60% et plus des ventes de nouveaux véhicules électriques aux États-Unis sont des Tesla. J'ai pas les chiffres pour l'Ontario. Je vois pas pourquoi ils seraient différents parce qu'il y a toute fin pratique, les phénomènes, justement, les marchés, les différents acteurs qui influencent le marché des véhicules électriques est similaire entre l'Ontario et les États-Unis. Stéphane,
ce que tu illustres là, on pourrait dire que c'est de l'évasion de subventions, finalement. Hein? C'est des subventions du Québec qui, au final, profitent à une autre province. Certains pourront dire, au final, on a des voitures de plus sur les routes. La personne qui vend son auto électrique en Ontario va s'en racheter un autre au Québec. Ça fait plus de voitures électriques. Donc, globalement, c'est pas mauvais. Par contre, si on le regarde du point de vue financier, le gouvernement du Québec met beaucoup d'argent dans les subventions pour aider les Québécois à prendre le tournant. Cette dérive-là, à un moment donné, ça finit par coûter cher. Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que tu as mis un chiffre là-dessus? Est-ce qu'on est capable d'évaluer le montant d'argent de subventions québécoises qui migrent du Québec vers l'Ontario à cause de ce stratagème-là? Ben oui, écoute, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est de dire qu'il y a des raisons naturelles pourquoi une voiture ne serait plus immatriculée au Québec. Là. L'exemple le plus facile à imaginer, c'est les accidents. Donc, une personne qui aurait un accident déclaré perte totale, je dirais que c'est une cause naturelle de disparition des statistiques d'immatriculation de la SAC. C'est normal qu'un véhicule soit retiré de la route à ce moment-là. Donc, ce que j'ai demandé aussi à la SAC, c'est de nous donner un nombre d'accidents impliqués pour chacun des modèles. Donc, les deux modèles que j'ai demandé, la Tesla Model 3 et la Chevrolet Bolt, respectivement, ont 451 accidents et 385 accidents sur la période de 2 ans que j'ai demandé. Donc, encore là, proportionnellement, par rapport au nombre d'immatriculations totales, ça se tient, tu sais, de dire qu'il y a eu 451 Model 3 et 385 Chevrolet Bolt sur une durée de 2 ans, proportionnellement à leur nombre total qui roule sur les routes, c'est tout à fait plausible. Donc, l'hypothèse que j'ai appliquée à ces chiffres-là, c'est de dire que 50% de ces véhicules-là impliqués dans des accidents seront des pertes totales. Donc, pour les 456 que j'ai répertoriés pour la Tesla Model 3, on va dire qu'il y en a 226 qui sont retirés de la route pour cause de perte totale suite à l'accident. On comprend que ton évaluation ici, là, tu sais, c'est probablement moins que ça qui sont pertes totales. Donc pour le fin de ton exercice, t'es quand même très conservateur dans la mesure où fort à parier que c'est pas la moitié des accidents qui résultent dans des pertes totales, là. Je suis pas un expert en assurance, pour être bien honnête, puis j'ose croire effectivement que c'est safe, là, mettons, d'assumer que c'est ces chiffres-là qui serait logique de croire qu'on dirait qu'on se donne une bonne marge de manœuvre. Donc, si on y va avec ces chiffres-là, cette hypothèse de 50%, les chiffres que je vous ai donnés plus tôt, là, je vais juste les rappeler là, aux auditeurs, là, on avait 330 retraits en 2020 et 797 en 2021, qui nous donne un total de 1127. Si on vient retirer ces 226 accidentés qu'on considère perte totale logique, ça nous donne 900, juste au-dessus de 900, donc 901 voitures qui auraient quitté le Québec par un système par exemple, d'exportation vers une autre province, et l'Ontario est nécessairement le marché le plus près de chez nous qui ferait du sens. Donc, ces 901 voitures-là, si on prend pour acquis qu'ils ont eu 8 000 $ de subvention du Québec, ça représente un montant de 7 208 000 $. C'est pas rien, là. Tu sais, quand on se dit que c'est des millions de dollars, là, c'est pas juste de dire que c'est anecdotique, là. Puis il y a beaucoup de gens, là, avec qui qu'on débat de ce phénomène-là, qui nous disent, oui, mais tu sais, les subventions du Québec, c'est le programme Rouler vert, et puis c'est des entreprises qui polluent, qui financent tout ça, donc c'est pas de la poche des honnêtes citoyens ou de nos impôts à quel c'est pigé, mais il faut se rappeler que ces entreprises qui polluent là, mettons les entreprises, les pétrolières, là, ils refilent cette facture-là, c'est la taxe du carbone, dans le fond, là, c'est dans le litre d'essence que les gens, là, je rappelle, là, c'est des gens, c'est la population du Québec qui met ça dans un pot commun, là, dans lequel c'est financé. Fait que, tu sais, il y a des drôles d'arguments des deux côtés, là, puis c'est juste que je veux que les gens se fassent leur propre idée là, de ce phénomène-là. Puis c'est avec des chiffres comme ça qu'on est capable de voir la perspective globale. Parce que, tu sais, un qui se dit, si mon voisin le fait, je peux le faire, puis ça paraît pas trop. Mais c'est que c'est en additionnant, puis en ayant un mouvement, tu sais, vraiment une tendance qui fait que ça devient des chiffres qui sont importants, et c'est pas négligeable, selon moi. Stéphane, merci beaucoup. Moi, je tiens juste à dire deux choses.
La première, on parle de chiffres et de records. On vient d'en battre un autre, celui du podcast Silence on roule le plus long. Donc, félicitations, messieurs. On a réussi à faire ça ensemble. Le deuxième, ce phénomène-là que tu as mis au grand jour il y a plusieurs mois déjà à Silence on roule, a par la suite été repris sur les médias sociaux, jusque dans les médias traditionnels. Des journaux en ont parlé, la télévision, la radio en a parlé. Puis très fier de dire que la première fois dont ça a été parlé, ce truc-là, c'est sur les ondes de Silence on roule, suite à cette observation-là que tu avais fait, puis le topo que tu nous avais amené. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour cet éclairage-là de la situation. Et ça a forcément un impact dans les chiffres, parce qu'on parle de véhicules qui migrent d'une province. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, là. Ces véhicules-là qui ne sont plus au Québec, qui sont rendus en Ontario, ben ils n'entrent plus dans les chiffres de Tesla. On essayait tantôt de dire pourquoi on a tel montant, puis pourquoi Tesla, son chiffre est celui-là, et pas plus haut, pas plus bas. Il y a les véhicules qui ne sont pas immatriculés parce qu'ils n'ont pas été vendus, mais il y a ceux qui sont plus immatriculés parce qu'ils étaient immatriculés qui ne le sont plus. Pour quelle raison? Bien sûr, tu l'as dit, Stéphane, un accident, c'est possible, une perte totale, mais une exode payante pour le propriétaire du véhicule au Québec pourrait être aussi une des raisons. Donc, merci beaucoup. Merci, messieurs. Frédéric, Jean-François et Stéphane pour vos analyses aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon qui est super éclairant pour nos auditeurs. Donc, je vous rappelle que les statistiques sont toutes sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous allez trouver ça quand vous arrivez soit dans les actualités ou dans la section statistiques, bien entendu. Vous avez accès à des tableaux où tous les chiffres dont on a parlé aujourd'hui sont exposés. L'avantage de le faire comme ça dans l'émission, c'est qu'on peut les décortiquer, les faire parler, les analyser, ces chiffres-là, mais les données brutes sont là. Je rappelle aux journalistes, aux gens des médias qui veulent consulter ces informations-là qu'évidemment, il y a des tableaux. Les tableaux sont interactifs. Vous pouvez interroger les tableaux, filtrer, mettre la région que vous voulez, le type de modèle que vous voulez, faire parler, là, aller sortir les données dont vous avez besoin. Puis si vous avez besoin d'aide ou vous ne réussissez pas à les faire parler, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Donc à l'AVEQ, info@aveq.ca. Puis l'AVEQ pourra vous donner toute l'information voulue. Donc, messieurs, sur ce, un mot de la fin, Frédéric? Je suis curieux de voir comment que 2022 va aller, les nouveaux modèles qui vont être disponibles. Et on verra le résultat. On s'en reparle au prochain trimestre? Oui. Jean-François? Ben oui, on se parle au prochain trimestre. Moi, j'ai hâte de voir les nouveaux modèles là, qui arrivaient en fin 2021, qui arrivent maintenant. Là, qu'est-ce qu'ils vont avoir fait dans les 3 prochains mois? Puis, j'ai hâte de voir si l'enquête de Stéphane va faire réagir sur les types de subventions ou la façon dont on module nos subventions. Ça serait intéressant de voir ce que le gouvernement en pense à un certain point. Oui, parce qu'il y aurait des solutions dans la façon d'appliquer les subventions qui pourraient ralentir, à tout de moins, cet exode-là, très certainement. Stéphane? Oui, ça a été un plaisir, les gars. Moi aussi, là, le marché est ouvert, je pense, en 2022. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Fait que ça va être vraiment intéressant là, de voir comment ça va s'articuler, là, l'arrivée de nouveaux joueurs. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, on se donne un rendez-vous dans 3 mois, espérons-le, si on a accès aux données et qu'on est capable de faire la suite de tout ça. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Bonne fin de journée. Hors série.